Salut la team, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans votre show foot. Tout de suite, on va parler du dernier groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations, le groupe F. Mais sans plus tarder, on va d'abord accueillir mon acolyte, mon confrère Chris. Comment ça va, mon gars? Ça va très bien, mon gars. Donc, on est là, tout se passe bien, on a bossé. Donc, on va voir ce que ça donne pour aujourd'hui. Depuis le début de la compétition, il y a eu des matchs, il y a eu des scénarios, vraiment, on a beaucoup de surprises. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. On fera une émission spéciale pour parler de la première journée. Mais pour l'instant, on va parler du groupe F, le dernier groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue à Limbé. Limbé, qui est situé au sud-ouest. C'est le groupe de la Tunisie, du Mali, de la Gambie et de la Mauritanie. Tunisie, Mali, Gambie, Mauritanie. Il y a clairement deux favoris qui se dégagent naturellement du groupe. Mais sans plus tarder, on va commencer par l'équipe, on va dire peut-être qui est favorite du groupe sur le papier, la Tunisie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe tunisienne? Bah, écoute, la Tunisie, habituée déjà de la CAN, donc elle est à sa 20e participation. Elle l'a déjà gagné une fois en 2004. Donc, c'était chez eux à la maison. Donc, ils avaient l'appui du peuple et l'engouement qui allait avec. Et à la fin, le sacre. Donc, ça a fait beaucoup de bien à cette fédération de Tunisie. La Tunisie, en fait, aussi a un record qui est battu. C'est sa 15e participation consécutive. D'affilée à la CAN. Donc, c'est un record. Et c'est carrément énorme, comme tu dis, oui. C'est clairement une marque de régularité pour cette sélection qui est toujours présente dans les grands rendez-vous, que ce soit en Afrique et même à l'international. Parce que c'est une équipe qu'on voit régulièrement en Coupe du Monde. Mais comment tu peux expliquer que cette équipe, malgré toute cette régularité, n'arrive pas à avoir un plus gros palmarès et à s'imposer plus de fois lors de ces Coupes d'Afrique des Nations? C'est une équipe qui manque d'agressivité, qui n'est pas présent sur l'impact de ce que demande la CAN. Donc tu penses que bon, clairement là on va commencer par les points faibles, hein. Une fois n'est pas coutume, mais bon, je pense pas que ça biaise un peu l'émission, mais clairement tu es en train de mettre en lumière les difficultés de cette équipe tunisienne. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs à vocation technique qui sont très très forts, qui n'ont pas l'habitude de subir ces charges. Parce que depuis le début de la compétition, on se rend compte quand même qu'il y a un impact physique considérable. Et on a pu voir sur les premiers matchs que les équipes favorites avaient énormément du mal, étaient surpris par l'impact athlétique de leurs adversaires. Même s'il n'y avait pas le même niveau sur le plan technique, mais ces équipes-là arrivaient à compenser par un impact considérable. Tu penses que ça va encore être la même rengaine pour cette équipe tunisienne? Bah, surtout sur un match face à un adversaire comme le Mali, oui, ça sera clairement le cas. Ouais. Ça sera clairement le cas. On rappelle que le Mali fait partie des équipes les plus athlétiques de cette Coupe d'Afrique, qui a toujours eu un passé et un historique de joueurs très, 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 très athlétiques. Mais bon, on va revenir sur les points forts tunisiens. Quels sont les points forts tunisiens? Quels peuvent être les motifs d'espoir pour les supporters de la Tunisie, pour cette sélection de Tunisie? Quelle est leur caractéristique et quelle est leur particularité positive pour pouvoir prétendre à une victoire finale? Alors déjà au niveau des points forts, comme on a vu déjà les points faibles, c'est à l'inverse. Les points forts de cette sélection tunisienne sont clairement offensifs. Donc la chose la plus frappante, la plus marquante, c'est l'activité de son trio offensif qui à lui seul possède 64% des buts marqués par l'équipe. C'est énorme. Mais est-ce que tu peux nous citer ce trio? Peut-être que tu dois faire allusion à Wabi Kazri, Msekni, ou peut-être que je me trompe. Forcément. Donc c'est vrai que on connaît très bien Wabi Kazri, on connaît très bien son apport offensif, on connaît sa créativité dans le jeu et surtout son efficacité devant. Je passe le bonjour à Fouad Kazri, le frère de Wabi Kazri, avec qui on est très 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 proche. Donc
Excuse-moi de t'avoir coupé, je sais que ça se fait pas, c'est mal poli, mais bon, fallait quand même que je passe ce petit Salem, comme on dit chez nos frères. Bon, allez, je te laisse terminer, je te distrais plus. Alors, donc, je disais ceci, donc Wabi Kazri, on connaît très bien ses capacités, ses qualités offensives, on connaît sa créativité, mais aussi son attirance vers le but. Donc, c'est un joueur qui est très précis, qui est très chirurgical. Donc, voilà, donc, devant les goals, devant les cages, il sait exactement ce qu'il doit faire. Donc, à ses côtés, on a Kawi qui est Salif Eddine Kawi qui vraiment qui a une grosse carrière en Ligue 1. Exactement, qui lui aussi est un habitué de la Ligue 1, qui est un joueur à vocation très offensive, très technique, un joueur très beau, très élégant dans le jeu. Donc esthétiquement, il est très propre. Donc ce sont ces qualités-là qui apportent ce plus-là à l'équipe tunisienne. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a aussi Msakni qui se dégage, mais bon, sur ce trio-là, je ne l'ai pas comptabilisé parce que j'ai préféré donner de la lumière à Jaziri, qui lui est vraiment lié à ce trio-là et fonctionne très bien à la fois dans le jeu, dans l'entente, mais surtout dans les apports aussi au niveau du jeu en lui-même pour pouvoir permettre à l'ensemble de l'effectif de briller. Il faut dire aussi que Msekni, au fil des années, s'est transformé en milieu de terrain, relayeur beaucoup plus créatif et a délaissé un peu ce côté buteur, ce côté décisif. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas mis dans ce trio offensif. C'est surtout pour ça, oui. C'est surtout pour ça, donc voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé de cette équipe tunisienne, la Tunisie est clairement un grand pays d'Afrique. Mais bon, la Tunisie dans ce groupe va faire face à un adversaire qui, je pense, est l'adversaire principal de la Tunisie dans ce groupe. Et je fais clairement allusion à cette sélection malienne. Le Mali qui vraiment est une sélection qu'on voit progresser de jour en jour et qui a des joueurs vraiment de grands talents. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette sélection malienne ? Bah écoute, cette sélection malienne déjà compte 12 participations à son actif et malheureusement c'est une sélection qui a du mal à remporter cette CAN malgré toutes les participations auxquelles elle fait face. Donc elle est toujours présente dans l'ensemble des CAN qu'elle participe. Phase, oui. Exactement, elle se qualifie très souvent. Elle a un effectif qui est souvent très 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 difficile à contrer. Donc ce qui fait que il leur manque vraiment ce truc-là pour pouvoir enfin remporter cette CAN-là. C'est vraiment quelque chose qui leur échappe depuis déjà très longtemps. On sait que historiquement leur finale perdue en 1972 face au Congo, si ma mémoire est bonne. Congo-Brazzaville. Exactement. À ne pas confondre avec la RDC. RDC, exactement. Donc, et la compétition clin d'œil du destin, la compétition qui se déroule déjà au Cameroun. Donc voilà, ils n'ont pas digéré cette défaite en finale. Donc je pense que chaque CAN pour eux, c'est vraiment une envie de pouvoir enfin la prendre, mais jamais elle ne tombe dans leurs mains. Et on se rappelle aussi qu'il me semble que c'est en 2004, le Mali a organisé la compétition, mais a chuté au bord de la finale. Donc ça veut dire que ce pays a vraiment du mal à accéder au dernier carré et au final. Donc par rapport au point fort de cette équipe, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Quels peuvent être les motifs d'espoir pour la sélection malienne et pour se dire que cette fois sera peut-être la bonne ? On peut se dire que cette fois sera peut-être la bonne parce que le Mali réunit quand même des qualités qui sont importantes pour bien dérouler une CAN en fait en général. Donc c'est une équipe qui est très puissante, qui est assez puissante à la fois offensivement comme défensivement. Donc c'est une équipe qui est très rustique, très 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 rugueuse. Donc ce sont des joueurs qui sont athlétiquement très très puissants. Donc ça compte énormément lorsqu'on joue la CAN parce qu'on a la plupart des équipes qui présentent des qualités similaires, mais offensivement, c'est souvent moins le cas.
Alors qu'avec les Maliens, on a à la fois une puissance défensive et aussi offensive. Mais tu ne penses pas que cette faculté athlétique, cette qualité athlétique que les sélections peuvent avoir, ne connaissent pas leurs limites, ne connaissent pas leur point comment dire, est-ce qu'ils n'arrivent pas à un moment où la compétition, passer les quarts de finale, devient beaucoup plus technique, beaucoup plus tactique, et cet aspect physique-là perd un peu de sa splendeur? Est-ce que c'est ça qui bas blesse? Est-ce que c'est là où le bas blesse au niveau de la sélection malienne? Donc, quels sont les défauts justement de cette sélection malienne? Parce qu'on va quand même tendre vers une sélection malienne qui a pour ambition d'accéder au dernier carré, voire de remporter la compétition. Est-ce que cette faculté à tout miser sur le physique n'a pas ses limites quand on sait que c'est une compétition qui est un peu usante? 6-7 matchs sur un mois dans des conditions climatiques, comme on a pu le voir avec certaines sélections qui vont être difficiles. Est-ce que justement leur point fort ne sera pas leur point faible, passer un certain stade de la compétition? Passer un certain stade, on a vu que sur les compétitions précédentes, le Mali a une facilité à passer les phases de groupe. Donc pour eux, c'est tout à fait normal. Et c'est logique car ils arrivent déjà avec non seulement une bonne préparation et des qualités qui sont déjà naturelles et qui correspondent à cet exercice-là. Donc où ça se complique, c'est au niveau de l'aspect un peu plus technique plutôt, plus technique, plus réglementé, plus visuel. Plus structuré. Exactement, très structuré. Et c'est là où on voit que cette équipe souvent perd confiance. Et c'est cette confiance-là, et c'est ce manque de confiance-là qui est son point faible, son point le plus réfractaire en fait. Ok, d'accord. Bon, malgré tout, est-ce que tu arrives quand même à nous ressortir un joueur qui fera les beaux jours, qui fera la fierté de cette sélection, le joueur qui va peut-être emmener cette sélection enfin dans le dernier carré? Il faut rappeler que ça fait quasiment 20 ans que cette équipe n'a pas accédé au dernier carré d'une compétition internationale et continentale comme la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que à la belle époque du Mali, lors des CAN précédentes, ils avaient Chila Diarra, Sédou Keita surtout, qui était vraiment ce poumon fort là de cette équipe, avec de très belles prestations à chaque match. Et depuis son départ, on n'a plus jamais eu ce joueur-là qui permet de lier cette puissance offensive à cette puissance défensive là. Aujourd'hui, on a trouvé un. Et heureusement, parce qu'il est très doué, et il s'appelle Yves Bissouma, qui évolue du côté de Brighton en PL. Passé par Lille notamment, qui est un très bon joueur. Et surtout, c'est un joueur de boxe avec un grand volume de jeu et de grandes capacités à casser les lignes. Donc, ce qui fait de lui l'atout vraiment principal de cette équipe-là pour pouvoir faire le lien entre cette puissance défensive et cette puissance offensive. Donc, clairement, c'est lui qui est l'image de marque du peuple, en fait. Parfait. C'est magnifique. C'est toujours magnifique de dépeindre comme ça un décor. Maintenant, on va parler d'une troisième sélection qui est un petit peu plus méconnue du grand public. Certes, nous sommes quand même sur la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition prestigieuse, mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'équipes africaines sont méconnues du grand public car beaucoup moins médiatisées. On va parler de cette équipe de Gambie, pas de Mauritanie, désolé. La Gambie, voilà. C'est cette sélection gambienne. On faut rappeler que la Gambie, c'est un pays qui est enclavé dans le Sénégal. Donc, peut-être que c'est une petite Sénégal, c'est un petit Sénégal en miniature, mais est-ce que ce pays a des joueurs talentueux comme peut l'avoir cette sélection du Sénégal? Je ne sais pas, mais déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette sélection gambienne? Écoute, c'est sa première participation à la sélection gambienne à la CAN. Donc, c'est une sélection qui est, on va dire, vue comme étant un petit pousset.
Mais moi, je dirais plutôt le contraire. Je dirais plutôt que c'est une très belle sélection avec un effectif qui joue bien au ballon. Donc, il faut savoir que cette Gambie-là, je pense que c'est la seule, c'est la première, ça a été la première de son groupe à se qualifier, donc devant le Gabon. Donc, elle a fini première de sa poule, plutôt. Et c'est la seule équipe pour sa première participation à avoir réussi à la fois les éliminatoires et les qualifications en étant leader. En étant leader des éliminatoires, leader des qualifications. Donc, c'est une équipe clairement à ne pas du tout sous-estimer. Est-ce que tu mettrais une pièce sur cette sélection gambienne? Parce que je te sens dithyrambique, je te sens quand même enthousiaste à l'idée que cette sélection peut créer la surprise. Surtout quand on voit le début de la CAN. Le résultat du Gabon aussi, en sachant que le Gabon a clairement été inférieur à cette équipe. Le Gabon a clairement rendu les armes face à cette équipe gambienne. Et quand on voit le grand Sénégal en ce moment, la façon dont ces joueurs évoluent, en sachant que c'est des joueurs qui viennent essentiellement de la même région. C'est quasiment le même pays. Donc, cette Gambie-là, quels sont les points forts de cette équipe? Parce que je te sens quand même dithyrambique. Donc, j'ai envie de creuser un peu plus et de voir quel argument tu peux me sortir pour étayer tes propos. Écoute, pour faire simple, cette équipe de Gambie, moi, elle me fait rêver. Elle me fait rêver parce que elle donne espoir, en fait. Parce qu'on a souvent l'habitude de voir les grosses nations piétiner, monter au-dessus, que ce soit avec difficulté ou facilité, mais arriver toujours à leur fin. C'est vrai qu'il y a certaines exceptions, mais ce n'est pas toujours le cas. Cette équipe de Gambie, elle me donne envie de croire qu'un petit peut faire quelque chose d'intéressant. David peut réussir son combat face à Goliath, et je pense que cette Gambie-là, non seulement elle est capable de le faire, mais surtout elle a déjà démontré, parce qu'on sait aussi que la non-participation de la RDC, la Gambie y est pour beaucoup, la non-participation de la RDC à cette CAN-là. Donc, ce qui fait et je rappelle aussi, excuse-moi de te couper, que la RDC est quand même en barrage pour la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas une petite nation. Donc, éliminer la RDC, c'est quand même un exploit. Et j'ai même pas envie de dire un exploit, c'est quand même une performance à souligner parce qu'ils ont gagné sur le terrain et on va pas dire exploit, ils n'ont pas joué un match et ils ont livré le match de leur vie. C'est-à-dire que leurs performances sont régulières et de par leur performance, ils se sont donné le droit de participer à cette Coupe d'Afrique. Et maintenant qu'on a parlé, tu sais que moi je suis quelqu'un de pragmatique. Maintenant qu'on a parlé de cette Gambie, à t'écouter, la Gambie est en train de road to the title, comme on dit en anglais. Road to the title. C'est-à-dire que si on t'écoute, la Gambie est en train d'aller vers une victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce n'est clairement pas le cas. Donc, quels sont les points faibles de cette équipe gambienne? Non, c'est vrai que cette équipe gambienne, elle propose un très bon jeu, un très beau jeu. Offensivement, ils sont très, très intéressants. Mais malheureusement, c'est la première participation à la compétition. Donc, ça va être très compliqué. C'est vrai, ça va être compliqué. Et je pense que c'est ça qui sera leur point faible, en fait. Parce qu'ils vont tout simplement découvrir la compétition. Et ça risque de leur jouer des tours. Donc, tu parles vraiment d'un manque d'expérience, un manque d'expérience sur cette compétition. Ok, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a un joueur dans cette sélection gambienne qui sort du lot? Est-ce qu'il y a un joueur déjà connu? Est-ce qu'il y a un joueur que le grand public connaît et se dit, bon, c'est vrai que lui, c'est un joueur intéressant? Est-ce que tu as un nom à nous ressortir du chapeau? Alors, du côté de la Gambie, c'est vrai qu'il y a un joueur qui ressort, il y a un nom qui ressort. Et c'est vraiment un virtuose, ce joueur-là. C'est un joueur très, très intéressant. Il n'a que 23 ans. Il s'appelle Moussa Baro. Et il évolue du côté de la Serie A avec Bologne. Il est très actif, il est très efficace. Il compte 23 buts et 17 passes décisives à son actif depuis son arrivée à Bologne. Et c'est un joueur qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs avant-centres africains à évoluer en Serie A. Sachant qu'en Serie A, on sait quand même qu'on a
du Victor Osimhen qui est en place. Donc, être reconnu au même niveau, à sa juste valeur et au même niveau que des attaquants comme Osimhen, c'est très, très lourd. Très lourd. Je rappelle quand même que depuis le début de cette Coupe d'Afrique, tu nous as sorti du chapeau certains noms qui commencent à vraiment éclore. Et donc, on a vu Colker avec la Sierra Leone, on a vu plusieurs noms et limite j'ai envie qu'on fasse une rubrique un jour pour toutes les révélations que tu nous as sorties au niveau de la Coupe d'Afrique et on essaye de faire le bilan de tes révélations. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit une émission de cet acabit? Ce serait très intéressant parce que les joueurs en eux-mêmes sont fantastiques. Donc, ils méritent tout simplement d'avoir cette visibilité, cette lumière-là qui puisse éclairer leur talent parce que du talent, c'est sûr qu'ils en ont. Donc oui, ce serait très intéressant, ouais. C'est génial. Bon. Sans plus tarder, on va changer de sélection parce qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur cette équipe de Gambie et je pense qu'on a hâte de découvrir ce qu'ils sont capables de produire sur le terrain. Bon, maintenant, on va parler de la dernière sélection du groupe. La sélection un peu la plus méconnue parce que la Gambie, ça reste quand même un pays d'Afrique de l'Ouest. Mais la Mauritanie, c'est pas un pays de football. On ne reconnaît pas la Mauritanie comme un pays de football. Mais ils ont quand même réussi à se qualifier haut la main pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette sélection de Mauritanie? Écoute, pour cette sélection de Mauritanie, c'est sa deuxième participation. Donc, sa première était la dernière, la CAN de 2019. Et là, maintenant, ils sont présents pour la CAN 2021 qui se joue au Cameroun en 2022. Donc, clairement, c'est une équipe qui est très juste. Donc, c'est une équipe qui n'est pas dans de l'approximatif. Donc, c'est une équipe qui a quand même réussi à sortir de sa première participation à la CAN en ayant concédé une seule défaite sur les 3 matchs joués. Donc, c'est vraiment une sélection comme on dit, c'est un groupe typiquement CAN, quoi. Donc, il va falloir se méfier. Ce n'est pas forcément une équipe joueuse. C'est un dispositif qui est bien compact, qui est reculé, qui est bien en place et c'est pas facile d'affronter ce genre d'équipe-là. Donc, on peut clairement dire que c'est une équipe chiante à jouer. Excusez-moi d'expression, mais c'est une équipe comme on est en train de le voir dans ce début de CAN qui pose des problèmes, qui donne du fil à retordre aux équipes. Donc, la Mauritanie s'inscrit effectivement dans cette lignée-là des équipes solides, difficiles à manœuvrer, dures sur l'impact athlétique, des équipes qui n'ont pas d'état d'âme, qui ne se préoccupent pas de l'arbitrage, etc. Donc, c'est vraiment des soldats qui sont envoyés au combat. Bon, maintenant qu'on a parlé de cette équipe de Mauritanie un petit peu en détail, parce que ça reste quand même un détail, vu que nous n'avons pas une énorme connaissance de ce genre de sélection, est-ce que tu as réussi à tirer quand même des points forts, des points positifs sur lesquels les Mauritaniens pourront s'appuyer pour éventuellement passer ce second tour, voire plus, pourquoi pas? Écoute, tout simplement, les points forts de cette équipe, c'est vraiment un bloc équipe bien bas et bien compact. Donc, ce genre, typiquement le style d'équipe qu'on a du mal dont on a du mal à trouver les failles plutôt, pardon. Et ça ne sera pas facile, c'est leur atout principal. Bon, maintenant au niveau des points faibles. Au niveau des points faibles, quels sont les points faibles de cette équipe mauritanienne? Quelles sont les choses sur lesquelles on peut avoir des inquiétudes? On peut se dire, oula, là peut-être qu'à ce niveau-là, ça va être limite, ça va être juste par rapport à une compétition internationale comme la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, écoute, au niveau des points faibles de cette équipe, ce que moi j'ai remarqué, c'est tout simplement sur l'alliage entre le reste de l'effectif, le reste de l'équipe par rapport à son attaque. Donc, c'est une équipe qui dispose d'un bon avant-centre, un très bon avant-centre d'ailleurs, qui est l'atout majeur de l'effectif. Ça sera clairement le joueur à suivre. Ça sera clairement le joueur à suivre. Mais par contre, on en reviendra. Exactement. Il manque de liaison entre l'ensemble de l'équipe qui est déjà très basse et lui. Donc, du coup,
c'est vraiment cette faculté à pouvoir le trouver dans de meilleures conditions qui sera le point faible de cette équipe. Si je résume bien ton propos, tu es en train de nous dire clairement que c'est une équipe qui est certes très bien organisée, certes compacte sur le plan défensif, certes difficile à manœuvrer, certes vraiment chiante sur le plan du jeu, mais cette équipe a du mal à se projeter et a du mal à être présente dans la surface adverse. À part cet attaquant dont tu vas nous donner le nom, l'équipe est quelque peu stérile sur le plan offensif. Parce que tu m'as rappelé que cette équipe, certes, a concédé 2 matchs nuls et une défaite, mais elle a eu du mal à se procurer des occasions franches. Donc, est-ce que tu prédis une Mauritanie qui va clairement clairement mettre le bus et fermer la boutique? C'est clairement ce qui va probablement se passer parce que l'équipe est en manque de résultats ces derniers temps. Donc, ça ne va pas être facile pour eux de pouvoir aller chercher des créations, des systèmes de jeu de créativité offensif pour pouvoir embêter les autres équipes qui, eux, sont nettement bien mieux loties qu'elles. Donc, je pense qu'elle va plutôt procéder à une question d'attente et de contrer par la suite, et en essayant de trouver son arme principale au cas où elle pourra faire mouche. Quel est ce joueur? Qui est ce joueur qui te fait, qui te donne des motifs d'espoir, on va dire? Quel est ce joueur qui peut créer l'espoir par un espoir individuel, qui peut créer des situations, débloquer des situations par son talent? Qui est-il? Alors, il s'appelle Aboubacar Kamara. Donc, c'est lui qui sera, comme j'ai dit, l'atout principal de l'effectif. Donc, c'est un très, très bon attaquant. Donc, il n'a pas souvent beaucoup d'occasions ni beaucoup de failles. Par contre, il les concrétise. Il n'en a pas besoin de 10. Donc, il faudra faire très, très attention, bien le museler, mais surtout, vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de lien direct entre lui et le reste de l'équipe. Ça pourrait faire très mal. Joueur à suivre alors, Aboubacar Kamara. J'espère que tu auras raison encore cette fois-ci, parce que n'oublie pas qu'on est en train de préparer un truc spécial, les révélations de Chris. Donc, si tu arrives à nous sortir du chapeau à chaque fois des joueurs comme ça, ça va être magnifique. Bon. Maintenant qu'on a parlé de ce groupe F, le dernier groupe de cette Coupe d'Afrique, on va passer au pronostic, l'exercice que tu aimes beaucoup. Je rappelle les scores parce que j'ai fait le décompte. Tu as 5 bons résultats sur 9 et tu as 2 scores exacts, ce qui te donne un total de 7 points. Je rappelle le décompte des points: 1 point en cas de score exact, en cas de résultat exact, et 2 points en cas de score exact. Tu as eu 2 scores exacts, ce qui t'a fait 4 points, et tu as eu 5 résultats positifs. Donc tu as eu 2 bonus, 7 points. Moi, j'en suis à 4 sur 9 sans score exact. Donc tu as 7, j'ai 4. Donc pour l'instant, tu mènes la danse. Mais bon, la compétition est encore longue et j'ai le temps de refaire mon retard. Et pour faire mon retard, on va passer tout de suite aux pronostics, parce que les pronostics, c'est important. Ça montre aussi notre connaissance du football africain, notre connaissance du football en général. Et pour pas qu'on passe pour des amateurs, on ne peut pas finir à 0 sur 12, 0 sur 10. Donc pour l'instant, tu as un bon score. Donc ça veut dire que tu es quelqu'un qui connaît le football. Une fois n'est pas coutume, comme tu as commencé par les points faibles d'une certaine équipe, je vais te laisser commencer tes pronostics. Comme ça, au moins, je terminerai. Parce que j'ai l'impression que ça ne me porte pas chance. J'ai l'impression que ça me met dans une position de favori. Toi, tu es l'autre. Tu vois, toi, tu arrives derrière et voilà, quoi. Donc, je vais te laisser pour une fois commencer les pronostics et je vais t'écouter religieusement. Écoute, il n'y a pas de souci. J'ai pronostiqué une victoire du Mali face à la Tunisie. Alors, pourquoi Gros pronostic d'entrée de jeu. Oui, et j'ai pronostiqué une victoire du Mali face à la Tunisie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les armes tunisiennes, on les connaît. Elles sont très efficaces, mais en face, on a une défense, elle aussi, qui est très efficace. Ce qu'on n'a pas de l'autre côté, c'est une défense efficace, mais par contre, chez les Maliens, on a une attaque de folie, on a une attaque aussi très efficace. Donc, ça peut faire mouche du côté du Mali. Voilà pourquoi mon pronostic
et victorieux pour les Aigles du Mali face aux Aigles de Carthage. Donc, le second match, voilà, duel d'aigle, exactement. Donc, deuxième match, c'est celui de la Gambie face à la Mauritanie. Donc, comme je l'ai dit, la Gambie, offensivement, présente quelque chose de plus intéressant au niveau sur le plan collectif. Ouais. Sur le plan collectif, c'est bien mieux l'outil que la Mauritanie. Donc, forcément, ça risque de faire mouche, sachant que c'est une équipe qui est joueuse et c'est une équipe qui score. Donc, ils peuvent aussi prendre l'avance au score face à la Mauritanie, tout simplement. Ok, génial. Bon, tu prédis une victoire du Mali et une victoire de la Gambie. Pour ma part, ce groupe, je pense que c'est un groupe qui va être stérile pour la première journée. Je pense que tout va se jouer vraiment sur les autres matchs. Pourquoi ? Parce que je pense que la Tunisie et le Mali vont s'observer. On a remarqué dans cette Coupe d'Afrique que les équipes, lors de la première journée, sont un peu timorées, sont un peu timides. Donc, je pense que ce match va se terminer sur un résultat nul. Je me suis un peu avancé, j'ai mis un partout parce que je suis contre les compétitions qui ne donnent pas de but. Donc, forcément, je vois un but partout parce que les deux équipes sont solides, sont prêtes et pour l'instant, ils ont encore toutes leurs armes. Bon, concernant la Mauritanie et la Gambie, je pense qu'il y aura clairement une domination gambienne. Mais bon, comme tu l'as analysé, écoute, j'écoute tes analyses. Je pense que la Mauritanie, ils mettront le bus et la Gambie ne va pas pouvoir faire sauter le verrou gambien. Donc, moi, je vois 2 matchs nuls et de toute façon, on fera un récap des pronostics dans une prochaine émission. Donc, voilà. En tout cas, je pense que c'est un groupe quand même qui est très, très intéressant, qui est assez homogène parce qu'il y a 2 équipes de même niveau de haut tableau et 2 équipes assez aussi qui vont jouer la 3e place et la qualification par le barrage. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est un groupe qui sera intéressant. Donc, voilà. Je rappelle ici que là, on termine enfin la présentation de tous les groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, j'annonce clairement que la prochaine émission sera consacrée à un bilan, à un débrief de cette première journée. Nous aborderons les grosses affiches ou les affiches les plus marquantes. Mais bon, on mettra quand même la fiche de résultat et on fera un bilan des points pour voir si j'ai refait mon retard ou si tu as pris une avance considérable. Donc, en tout cas, mon gars, je te remercie encore pour cette émission. Je te dis bravo déjà pour tes points et j'espère que je vais te rattraper quand même. En tout cas, big up à toi, big up à tout le monde. N'hésitez pas à liker, mettez le pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos proches et je vous dis à la prochaine. Merci mon gars. À la prochaine.